On va parler justement de ces élections qui ont donc eu lieu hier soir pour le poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Avec notre invité ce matin, c'est Danielle Simonet. Bonjour Danielle Simonet, vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise, c'est comme ça qu'on dit. Oratrice nationale, conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche. Vous êtes une personnalité, on peut le dire, très appréciée chez les militants de gauche. Alors justement, cette question concernant Olivier Faure, on vient de le voir, il sort largement vainqueur du premier tour du scrutin. Que pensez-vous de ce résultat ? C'était le candidat, je pense, le plus proche de François Hollande. Donc on peut dire que dans cette séquence-là, François Hollande aura finalement réussi à gagner une élection, celle qui est interne au Parti socialiste. Mais surtout... Stéphane Le Foll n'était pas forcément très écarté non plus. Oui, certes. Mais on ne peut pas dire que ce soit un événement qui est passionné spécialement les Françaises et les Français. Et même à l'intérieur du Parti socialiste, il n'y a pas une participation extrêmement forte. Et je pense surtout qu'on voit la poursuite de la crise du Parti socialiste. Mais comme de l'ensemble de la social-démocratie en Europe, finalement le tournant de la social-démocratie avec le libéralisme et qui accepte totalement le cadre du système ultralibéral européen, eh bien, est balayé partout en Europe. Et donc on voit là, à travers ce vote interne du Parti socialiste, c'est les derniers soubresauts, je pense, de ce parti. Vous avez récemment publié une tribune assez violente à l'encontre d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. C'était le 8 mars dernier dans Libération. Vous y allez cash. Alors, moi, je dis les choses. Voilà, cash. Violente ou cash, mais vous dites, je prends vos mots, candidate de l'entre-soi du pouvoir, qualifiée de soumise au macronisme royal. Pourquoi ces mots, justement, assez forts ? Vous avez une tribune de Madame Hidalgo dans Libération, où elle pose comme ça sur son fauteuil, telle une reine, alors qu'on est dans un contexte où on a plutôt le sentiment que Madame Hidalgo est dans une fin de règne. Et dans cette tribune, elle tend la main aux macronistes pour rassurer tout le monde et dire surtout mon projet pour les prochaines municipales sera compatible finalement avec la politique d'Emmanuel Macron, le projet de la République en marche. Et finalement, elle supplie Emmanuel Macron de la reconnaître comme sa candidate. C'est ça la stratégie, parce que le Parti socialiste sait que sur Paris aussi, ils sont plutôt très mal. Vous savez, à Paris, vous allez avoir grosso modo 3 forces en ce moment. Les Républicains, la République en marche et la France insoumise. Mais surtout sur le fond de la politique qui est menée par Hidalgo dans la poursuite de Bertrand Delanoë, c'est qu'on a eu une aggravation de ce qu'on appelle la gentrification. C'est-à-dire vous avez une spéculation des loyers qui continue et les couches populaires et moyennes qui sont sans cesse chassées finalement de la capitale parce qu'il est de plus en plus difficile d'y vivre. Et que dit Madame Hidalgo? Que fait Madame Hidalgo? Et que disent la République en marche? Eh bien qu'il faut toujours penser à l'attractivité économique, au fait de faire venir des grands sièges d'entreprise. Il y a quand même des mesures qui ont été prises pour le logement, on pense notamment à Paris avec l'indexation des loyers. Le problème c'est que ces mesures-là n'ont pas été effectives, comme vous le savez, l'encadrement à la baisse des loyers n'a pas eu lieu et le tribunal il y a eu cette volonté en tout cas, c'est ce que je voulais essayer d'exprimer. A cassé la mesure du gouvernement précédent sur la question de l'encadrement des loyers, mais surtout en fait la construction du logement social a été pas assez ambitieuse et a fait finalement que vous avez une réduction des couches populaires et moyennes dans la capitale. Et par contre, l'obsession, c'est au nom de l'attractivité, au nom de l'innovation, faire venir des grands sites et les intérêts privés qui continuent à avoir leur main mise sur Paris. Regardez tous les fiascos que nous avons en ce moment sur Paris sont liés à des choix libéraux. Vélib, c'est une catastrophe, Vélib. Si ça avait été une régie directe, eh bien, quand on aurait décidé de changer, par exemple, les vélos ou le système, on n'aurait pas eu à ce point-là 6 mois de vacances, où les usagers n'ont plus ce service public. Sans parler des salariés qui étaient menacés de licenciement, heureusement qu'ils se sont battus. Mais sur le contrôle du stationnement, mais quelle catastrophe! On a une entreprise privée, à qui on a confié le contrôle de la verbalisation du stationnement, qui a non seulement fait des faux contrôles, mais carrément des faux PV. Moi je dis, ça suffit, il faut casser ce contrat unilatéralement et remunicipaliser. Vous avez là le scandale aussi sur l'assainissement, qui a soulevé cache investigation, qui montre carrément de la corruption. C'est très grave. Alors au-delà de Paris, je voudrais vous parler d'un autre problème actuellement dont on parle beaucoup, c'est effectivement la réforme de la SNCF. Quelle est votre position justement? Vous soutenez finalement cette mobilisation? Il y a eu un appel à la grève hier soir, vous en pensez quoi? Oui, je pense que tous les citoyens et les citoyennes doivent se sentir solidaires des cheminots qui ne se battent pas pour eux-mêmes, qui se battent pour défendre ce service public. Et là, j'ai
beau être une élue parisienne, je vais penser prioritairement aux zones rurales. C'est une catastrophe, ces politiques libérales pour les zones rurales. Parce que le projet de Macron, c'est finalement de privatiser la SNCF, d'accélérer la libéralisation du fret, du transport de marchandises et de personnes. Mais résultat, ça va être les régions, par exemple, qui vont avoir la lourde responsabilité de fermer des petites lignes. Parce que c'est ça leur objectif. Fermer des petites lignes avec un problème de zones rurales totalement enclavées, pour lesquelles on a déjà fermé des hôpitaux, on supprime des classes. Il y a une situation de désert de services publics qui n'est pas acceptable. Et pour des enjeux écologiques et sociaux, il faut défendre le service public de la SNCF, du transport des personnes et des marchandises. Et la dette de la SNCF n'a strictement rien à voir avec la question du statut des cheminots. On sait que c'est d'abord le bilan des politiques de l'État qui ont fait des très gros investissements, surtout sur les lignes à grande vitesse et en passant par des marchés, des partenariats publics-privés et des grands groupes privés qui s'en sont mis plein les poches. Mais ça va être une grève aussi d'un jour nouveau, on l'a dit, 2 jours sur 5, pour finalement ceux aussi qui votent pour vous, pour la France Insoumise, ce sont des usagers, ils vont être extrêmement pénalisés. Comment on arrive finalement à faire passer ce message? Alors bien sûr que c'est très difficile parce que ça va être une galère, la galère le 22 mars, vous savez que les transports en commun, RATP, RER sont aussi en grève. Vous avez aussi une mobilisation, une grève de la fonction publique parce que M. Macron veut supprimer 120 000 fonctionnaires et veut aussi casser le statut des fonctionnaires. Et il veut mettre en place, à travers CAP 22, un dispositif de casse des services publics au nom du numérique, alors qu'on est très nombreux à subir partout en France les pôles emploi, les CAF, tous les services par le numérique. C'est une catastrophe. Comment vous arrivez justement à rassurer votre électorat? Ça va être dur, c'est pas évident, mais il faut qu'on soit tous solidaires. Et le responsable de ce chaos, c'est le gouvernement et ses politiques libérales. Parce que imaginez, entre le chaos d'un moment dans le pays où on est en grève, et le chaos que va générer ces politiques libérales si on n'y met pas un coup d'arrêt, c'est énorme. En Angleterre, par exemple, la privatisation du rail fait qu'aujourd'hui, 2 Anglais sur 3 sont pour la renationalisation. Parce que les prix des transports ont été multipliés par 3. C'est une augmentation, une augmentation de 30%. Vous avez des accidents en cascade et ça n'est plus possible. Donc soyons solidaires de cette mobilisation. Comme le temps nous est compté, je voudrais parler d'un dernier point qui est très important, c'est effectivement Mayotte, cette mobilisation, 4 semaines de grève. Vous en pensez quoi également? Alors déjà, une petite parenthèse, nous souhaitons sur les mobilisations aussi qu'il puisse y avoir une date de manifestation, un samedi ou un dimanche, pour que tout le monde puisse y aller et on va soutenir les grèves. Ça concernait effectivement les SNCF. Mayotte. Mayotte, c'est le 101 département français. Ce département français est un des plus pauvres d'Europe, avec une région, je crois, en Bulgarie. Donc vous imaginez qu'il y a plus de 80% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Mais la ministre des Outre-mer, on le voit sur ces images, elle est allée sur place. Il y a une volonté finalement du gouvernement. Vous trouvez? Franchement, elle n'est pas crédible du tout. D'abord, il ne s'appuie absolument pas sur ce qui est exprimé par la population locale, qui est en mobilisation, en grève et qui est en situation d'abandon de services publics. Prenez par exemple la question de l'école. Vous vous rendez compte que tous les enfants ne sont pas à l'école? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement un manque de moyens qui font une espèce de roulement. Donc on abandonne. Vous savez, l'insécurité, c'est toujours la conséquence d'une insécurité sociale. Donc il faut mettre le paquet et là, ce gouvernement ne l'entend pas. Merci beaucoup Danielle Simonet d'avoir été ce matin notre invité sur France Info et nous avoir donné effectivement votre point de vue sur l'actualité.